Salut Jeff. Salut Babou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach We Coach. Ça faisait un bout de temps. Ouais, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait un épisode de Coach We Coach. Ouais, parce que pour tout vous dire, en fait, on avait enregistré un podcast sur l'hypertrophie musculaire. Et en fait, il était nul. Ouais. On l'a pas publié celui-là. On a eu honte. Parce qu'en fait, il était super technique. Je parlais beaucoup, donc ça faisait vachement maître de conférence. Ouais, ça nous avait pas plu. Non, Du coup, on s'est dit, on va faire des débats de merde à la place. c'est ça. Vous pouvez écouter nos débats de merde. Ouais. Mais on a quand même envie de continuer de faire Coach We Coach. On a peut-être même d'autres projets de podcast, mais on en parlera une autre fois. Mhm. Et aujourd'hui, donc dans Coach We Coach, ce dont on va vous parler, c'est Vas-y, je te laisse introduire. comment choisir son coach sportif. Exactement. J'ai tout bon? Yes. Et oui, en effet, parce que Jeff, t'es nul en coach sportif, t'es vraiment une grosse merde. Donc moi, je veux trouver un nouveau coach. Alors aujourd'hui, je voulais savoir comment je dois m'y prendre. Ouais, mais en fait, c'est une vraie bonne question parce que déjà, c'est un investissement financier assez lourd parce que engager quelqu'un à l'heure, en dehors des heures de travail, qui se déplace, bah, forcément, ça a un coût. Et il y a, je trouve aussi un coût intime, c'est-à-dire qu'un coach sportif, c'est quelqu'un qui va vous faire bouger. Et vous mettez votre corps en avant et du coup, il y a toute une relation intime qui va se créer entre votre coach et vous-même, plus qu'avec d'autres métiers de service. Et c'est important de bien choisir. On va te confier tous nos désirs les plus secrets. Je voudrais que cet abdo-là il soit super développé parce que ça excite. Mais tu rigoles, mais en plus... Non, mais c'est ça. Enfin, toi, non, mais sans ça, il y a beaucoup de discussions parce qu'il y a les temps de repos. Mm. Et du coup, il y a une relation intime qui se crée entre l'élève. Il y a une relation intime qui se crée entre l'élève et le coach. Et tu vois, donc, on m'a déjà confié des tromperies, on m'a déjà confié des états d'esprit sur leur couple, sur leurs enfants, sur leurs parents, leur état d'âme, quoi. Et donc, c'est important de choisir quelqu'un avec qui on se sent bien. Ah, d'accord. Donc, ce qui me fait poser ma première question, c'est quelles sont les caractéristiques sur lesquelles baser mes choix? Parce que du coup, là, je comprends qu'il faut que vous ayez un diplôme de psychologue aussi. Non, mais du coup, quelles caractéristiques, en fait, je devrais aller chercher? Comment baser mon choix, en fait, de coach? Je pense que déjà, il y a des qualités basiques. Donc, toi, politesse, que le mec, ce soit pas un abruti fini, ce qu'on peut retrouver facilement, vu qu'en fait, n'importe qui peut se prétendre coach ou coach, alors que toi, peut se prétendre coach. Personne peut se prétendre coach ou coach. Personne. Alors que il faut des diplômes. Donc, tiens, ouais, on va aller sur le diplôme déjà. Donc, ce qui est reconnu, donc tu as le BGEPS en 6 mois, tu as le DUST en 2 ans, tu as la licence TAPS en 3 ans ou le Master TAPS en 5 ans. Et tu as des diplômes européens que je connais moins bien. Mais voilà. C'est des diplômes qui s'obtiennent à la fac, ces trucs-là ou... Du coup, non, c'est des écoles spécialisées pour la plupart. Et sachant, donc ça c'est pour que ce soit légal, mais après pour être compétent, vous vous en foutez. En fait, moi je vous conseille d'avoir quelqu'un qui connaît bien son affaire et qui a pas de diplôme plutôt qu'un mec qui a un diplôme et qui connaît pas son affaire. Ouais. Ah d'accord. Donc en fait, le diplôme, faut pas forcément regarder quoi. Tu peux demander pour la forme, mais c'est juste une première étape. Pour moi, par exemple, tout le savoir que j'utilise pour enseigner à mes élèves, je n'ai rien appris en STAPS. J'ai tout. Mais t'as le diplôme. J'ai le diplôme, j'ai tout. Ouais. Moi, j'ai sinon, je mettais fin à cette interview tout de suite. On disait. Oui, j'ai tout appris tout seul. Et après, justement, c'est important de ça, de demander au coach comment il apprend. Parce qu'en fait, coach, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de savoir. Donc, moi, c'est en lisant. Donc, en fait, il faut plus que je me concentre sur comment il apprend que ses diplômes au final. Ouais. Donc, est-ce que, et du coup, on peut lui demander, est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il lit? Combien il a lu de livres ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il a lu? Sur quel domaine il se concentre en ce moment? Par exemple, moi en ce moment, donc, c'est plus sur comment devenir productif. Donc, c'est lié au coach, mais pas au savoir de coach spécifique. Mais le dernier livre que j'ai lu directement lié à l'enseignement, c'était sur les bandes élastiques. Du coup, j'ai appris, par exemple, que l'assistant, pour développer son saut, l'assistance est plus intéressante que la résistance. Tu vois le délire ou pas? Résistance. Donc, par exemple, toi, je regarde. Demain, si je veux te coacher pour que tu améliores ta détente, ouais.
et qu'on dit que je vais améliorer ta détente verticale, bah en fait, j'attache l'élastique au palier de basket, je te l'accroche à toi, et du coup, en fait, quand tu vas sauter, Ça va m'aider. ça va t'aider. Et ça, c'est Mm. plus efficace que le contraire. Plutôt que de mettre des poids comme Sangoku, Ouais, voilà, c'est ça. m'entraîner dans une Exactement. salle de gravité. D'accord. Et du coup, Sangoku, son entraînement, c'était vraiment de la merde. Ouais, il aurait mieux fait d'être assisté. Mais du coup, donc, je comprends que le premier caractéristique, c'est savoir bah, comment en fait il apprend. Ouais. Mais du coup, déjà, comment il a appris de base, et puis comment est-ce qu'il continue à faire évoluer ses connaissances. Il y a d'autres façons que lire ou Carrément. c'est- Ouais, donc les vidéos, c'est un très bon moyen. Mm. Moi, je mettrais un point en plus si il parle anglais, parce qu'il y a plus de contenu disponible en anglais, que ce soit vidéo, livres et les formations. Je connais des très bons coachs qui lisent peu, mais ils se forment principalement par formation. Et du coup, c'est intéressant. En fait, il faut juste qu'ils trouvent un canal pour eux qui leur permet de devenir meilleurs. Et je pense que c'est cette qualité qu'il faut aller chercher chez son coach. D'accord, donc on rappelle, c'est ponctualité, il est poli, Mm. comment il apprend, comment Ouais. il fait évoluer son savoir. Est-ce qu'il parle anglais parce que ça peut lui donner un fort avantage Ah, je trouve, ouais. dans sa façon d'apprendre. Et du coup, il y a d'autres caractéristiques ou c'est plutôt ça les caractéristiques de base? Sur les caractéristiques de base, c'est ça. Après, on va aller plus en profondeur, mais sur la base, oui. D'accord. Ok. Et donc ensuite, une fois que j'ai regardé, en fait justement, là tu m'as dit, j'ai fait attention à ces caractéristiques de base, mais comment est-ce que je vais faire pour aller trouver un coach, pour aller me renseigner sur ces informations-là? Comment est-ce que je dois mener ma démarche au final? Où est-ce que je peux trouver ces infos? Où est-ce que je peux trouver des coachs? Alors, pour trouver les coachs, j'avoue que je ne suis pas mieux placé parce que j'ai pas une énorme expérience dans ça. Mais déjà, je pense que le bouche à oreille, ça doit être le meilleur moyen. C'est-à-dire que à qui je fais confiance autour de moi, à qui et donc qui a un coach sportif autour de moi, et comment ça va se passer. Parce qu'en fait, c'est drôle. J'ai pas mal d'élèves différents et il y a peu de cooptation entre eux. C'est surtout des gens que j'ai eu différemment, sauf exception. Mais comme si ils gardaient leur coach pour eux, tu vois. Ah bon. Ouais. Et enfin, c'est la réflexion que je me fais. Après, comme tu disais, bon, il y a cette histoire de, tu crées une intimité avec ton coach, et t'as peut-être envie de partager ce moment d'intimité où tu vas Ah, parler c'est de ce ces que- choses-là. ouais, carrément, avec, c'est ça. Je quelqu'un, suis quoi. d'accord avec toi. D'accord. Mais du coup, pour toi, le truc, c'est le Ouais. bouche à oreille. Bah, le bouche à oreille, c'est. De toute façon, en fait, c'est comme quand tu construis un savoir. Aujourd'hui, on a tellement d'informations. Et c'est le problème avec un coach. Tu tapes coach sportif Paris, t'as 10 millions de résultats quand tu sais le bon, quoi. Ouais. Surtout que le premier, c'est pas le meilleur, c'est celui qui a payé Google AdWords. Donc, D'accord. Et du coup, après, comment tu te renseignes? Tu lui demandes directement, tu lui dis ouais, tu lis des livres. Eh, tu parles anglais ouais, mais non, mais sans déconner, tu rigoles. Mais moi, je pense que le meilleur moyen, c'est donc une fois que tu as fait ta première sélection de coach, tu te fais des sessions téléphoniques. Et, parce que le mail, ça va pas permettre de tout retranscrire. Donc, tu te fais des sessions téléphoniques où tu as des rendez-vous et tu le bombardes de questions. Donc là, les premières questions dont on a parlé, et puis celles dont on va parler. D'accord. Ok, donc là, maintenant, je sais comment. Je cherche plutôt par bouche à oreille, parce qu'Internet, ça va plutôt me sortir les gros trucs, les machins. Je l'interview, en fait, au final. Je pense que le mec sera ouvert, enfin, je vois pas trop de problème à faire ça. Ouais, carrément. Moi, je kiffe. Hein. Mais souvent, justement, les gens, ils n'ont pas de questions, en fait. Ouais. Ouais. Et du coup, après, une fois que. Donc, et puis, comme ça, j'ai fait attention. Comment est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il parle anglais? Enfin, bon, ça, c'est plus. Toujours. Ce qui est important, ce qu'on comprend, c'est sa façon d'avoir de la connaissance. Mais derrière aussi, là ça me vient, mais peut-être son côté pédagogique, non? Justement, c'est ce que je voulais aborder en fait. Et c'était même pas répété. En plus, bah non, c'est pas répété. Non, non, c'est vrai. C'est bien joué. En fait, donc déjà, vous allez dire quel est votre but. Est-ce que vous voulez perdre de la masse graisseuse? Est-ce que vous voulez avoir une grosse hypertrophie musculaire? Est-ce que vous préparez un marathon? Et est-ce que dans le marathon, vous voulez juste la préparation physique qui va avec pour pas vous blesser, ou vous voulez une planification complète sur le marathon? Est-ce que vous voulez améliorer votre détente? Bref, plein de choses comme ça. Et là, vous allez dire, ok, bah, j'ai ça, c'est un objectif. Vous voyez ça comment? Et là, le mec, s'il n'est pas capable, d'articuler une planification et un plan, et deux, de la justifier, il y a une couille.
Mais on lui laisse même pas une petite chance pour, enfin, un petit temps pour qu'il puisse le mettre sur Non. un papier. Bien juste entendu, rédiger. la planification Ouais. précise, faudra lui laisser le temps, mais il est capable de donner les principes de base. Ouais. C'est-à-dire que si vous dites, bah moi mon but est d'être le plus fort possible, il doit être capable de vous dire, bah en fait on va vraiment avoir besoin ce serait mieux qu'on aille en salle pour faire du squat, du développé couché, du soulevé de terre et de travailler en série de 3 à 5 séries de 3 à 5 répétitions en soulevant très lourd. Si tu dis ah, bah non, maintenant j'ai envie de handball, j'ai envie de sauter très haut et de tirer très fort, ok, on va travailler ta puissance, donc bah, on peut s'entraîner dehors avec des medicine balls et sur des exercices explosifs. Bref, d'articuler une pensée et une philosophie. Mais après, du coup, alors, qu'est-ce qui fait? Moi, par exemple, novice, je connais rien. Qu'est-ce qui fait? Je me fais pas arnaquer parce qu'après, ça se trouve, le mec, il peut me sortir un truc. Ouais, on va travailler sur ton ischio-jambaire et puis après, en deuxième séance, on va travailler sur ton crotte de nez jambaire. Et, enfin, tu vois, le gars, il peut dire n'importe quoi et moi, comme je suis un peu con, bah, je vais le croire. Qu'est-ce qui me protège de ça, en fait? Comment je peux me protéger de ça? Mais en fait, je pense que déjà, en posant la question. Ah, je dis pas que ce que tu dis, il faut pas le faire, je comprends très bien. Non, mais Et après, la deuxième étape, c'est... attends, en fait, c'est que on a tous un sens pour le charlatanisme. Tu vois, quand tu vois que quelqu'un tricote, on peut le sentir un peu. Donc ça va être un premier filtre, en fait. Je dis pas que ça va être infaillible, mais poser des questions, bah, on va sûrement voir si on met ou pas le coach en difficulté et que s'il a du mal à articuler sa pensée, ou au contraire que bah, ça rejaillit naturellement de son discours. Ouais, non, d'accord. Ouais. Et en fait, bien entendu, c'est pas infaillible, mais c'est juste un premier filtre et je pense que c'est assez cool. Et du coup, et ça, en plus, je pense que ça peut permettre de voir s'il est passionné ou pas. Est-ce que son plan est rodé ou est-ce que le mec il va dire ah, t'inquiète, on va faire 500 squats, tu vas te faire bouffer des carottes râpées. Ouais, ça, on va y venir après. Est-ce qu'il y a un côté de vulgarisation aussi à aller chercher ou pas? Exactement, parce qu'en fait, être un bon pédagogue, donc un bon coach, bah, c'est être capable de vulgariser pour rendre la connaissance accessible. Et donc, effectivement, si le gars il commence à me sortir que des termes un peu trop techniques, je pense que je vais aussi me poser des questions, quoi. Peut-être que oui, peut-être que c'est une stratégie, ça, dans l'endormissement d'experts, tu sais, le fameux expert qu'on peut voir à la télé où il va brouiller son discours et ne pas le rendre accessible. C'est quelqu'un qui veut. Soit qui n'est pas capable de transmettre son savoir, soit qui veut brouiller les pistes. Ouais. D'accord, ok. Donc on l'appelle, on lui demande, on lui donne notre objectif et puis on regarde si le gars fait sens ou fait sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ou si en fait on a l'impression qu'il se fout un peu de notre gueule, quoi. C'est ça. D'accord. Et du coup, step suivant, donc le gars il m'a bien répondu, etc. J'ai l'impression qu'il va être pédagogue parce que il m'a expliqué pourquoi aussi on allait faire ça. Qu'est-ce que je regarde ensuite? Monsieur le coach, est-ce que vous avez du matos? Et oui, quel matos? Ok, et ça, qu'est-ce que ça va m'apprendre en fait? Ça veut dire qu'il s'ouvre des possibilités. Le mec qui arrive les mains dans les poches et qui te fait faire des burpees, des squats à vide, du lever de bassin et des pompes, il aura très peu de possibilités pour t'entraîner. Donc, par exemple, tous les exercices de tirage, c'est dur. Tous les exercices... Rien que le fait de prendre une bande élastique ou des pauvres sangles de suspension, ça t'ouvre toutes les possibilités pour mieux te faire travailler. Pour moi, un coach qui arrive les mains dans les poches, sauf si c'est un expert de street workout et qui te ramène sur un spot de street workout, par exemple, pour t'améliorer en pompe, traction, dips, et que toi, tu as envie de ça, pourquoi pas? Mais encore, rien que pour l'échauffement, il faut, pour moi, des bandes élastiques, c'est quasiment indispensable, parce que s'échauffer sans rien, c'est dur. Et pour moi, c'est un signe de sérieux plus. D'accord, donc le matos, après. Et ensuite, il y a d'autres choses auxquelles faire attention? Dans les questions, on disait, avant d'arriver à la séance? Ouais. Toc. Non. Avant de la première séance, là, dans les questions, je pense qu'on est déjà pas mal. Ok, donc là, en fait, c'est bon, j'ai fait mon premier contact. J'ai pu évaluer à peu près si le mec, il a du matos, si il apprend, s'il est plutôt sérieux, si il va vraiment chercher à m'aider ou s'il pense juste que je suis un mec qui va venir et qui va lui donner des sous et puis lui, il va faire le strict minimum. Donc là, c'est bon, j'ai toutes mes infos. Alors, comment je commence? Est-ce que j'y vais tout d'un coup? Qu'est-ce qui est disponible déjà en plus? Comment ça, qu'est-ce qui est disponible? Est-ce que je peux tester oui. Et si je teste, à quoi je fais attention? Du coup,
La séance d'essai souvent est payante. Et je conseille de prendre un coach qui va faire une séance d'essai payante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il a de la valeur, alors que quelqu'un qui va proposer sa séance d'essai gratuite, en fait, il baisse sa valeur et peut-être qu'il vaut moins cher parce qu'il est moins compétent. Et donc, je fais une rapide parenthèse, ça vaut aussi pour le prix. Malheureusement, c'est pas accessible pour toutes les bourses, mais un coach qui se valorise à moins de 50 euros de l'heure aujourd'hui sur Paris, il y a de fortes chances que ce soit un coach incompétent. Ah bon? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc, en tant que coach sportif, je travaille principalement en dehors des heures de travail de la personne Ouais. lambda. Ouais. Donc on parle 7h, 8h30, 7h, 9h, midi, 14h, et 17h, 18h, 22h. Donc on est sur des horaires restreintes, Mhm. sachant que souvent le coach va venir à l'élève, et du coup le temps de trajet bouffe encore sur les plages possibles. Et tout cela fait qu'en fait, il a peu d'heures disponibles et que du coup, il est obligé d'avoir un prix effectif haut pour être rentable. D'accord, oui. Donc en fait, lui, sa capacité de travail dans la journée est fortement réduite par rapport à quelqu'un qui travaille les 8 heures normales, quoi. Exactement. Ok, et du coup, forcément, s'il veut s'y retrouver, il faut forcément qu'il ait il y a déjà en fait un prix minimum qu'il est obligé de mettre en place, quoi. Exactement. Et toi, tu évalues ça autour de 50 euros. 50 euros, c'est un minimum. Mais ça, c'est les séances individuelles. Pour les séances individuelles, bien entendu. Et en collectif, un mec qui débute, moi au début j'étais à 10 euros, là j'ai augmenté au fur et à mesure. Je pense que je pourrais monter plus haut encore. Là je suis à 120 euros les 10. Je pense que je pourrais monter à 150. Je pense que la qualité du cours le permet. Mais oui, en individuel, plus bas en fait, c'est vraiment des tocards, quoi. Enfin, c'est des gens qui font ça en plus ou c'est des gens qui sont pas bons. Et du coup, ils valent ce prix-là, quoi. D'accord, donc le prix en soi est déjà une indication de est-ce que le mec, je peux lui faire confiance, enfin faire confiance, c'est plus est-ce qu'il va m'apporter ce que je recherche. C'est ça. C'est D'accord. l'indication. Après, il y aura toujours des mecs qui vont foutre des prix sur la lune et d'autres qui n'auront pas confiance en eux alors qu'ils sont bons, mais voilà. C'est un indice en plus en fait. Ok, donc j'ai regardé par rapport au prix et je vais faire ma première séance d'essai. Et là, je suis en séance. Ouais. À quoi je dois faire attention? Déjà, pendant la séance, est-ce qu'il t'aiguille avec des consignes techniques? Est-ce qu'il est capable d'imager ces consignes techniques et de les renouveler? Par exemple, t'arrives pas à fléchir ta hanche, je te dis, imagine que tu as un Playmobil et que tu te plies en deux, et toi tu comprends pas. Et est-ce que du coup je vais m'énerver ou est-ce que je vais chercher à trouver une autre image qui va te faire tilt dans ta tête pour produire l'action? Ouais, là on est toujours dans cette idée de pédagogie, réussir à garder la patience et à être capable de transmettre sa connaissance, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il va remplacer la connaissance par l'énergie et être dans une philosophie no pain no gain? C'est-à-dire que toi, c'est quelqu'un qui dit allez, vas-y, tu m'en fais 10 000, tu me fais 10 000 squats, tu me fais 50 pompes, tu fais 50 burpees, allez, 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 et il va montrer un peu les muscles, il va faire le mal alpha qui anime le cours. Ça, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a des lacunes en savoir et qui va compenser ces lacunes en savoir par une énergie haute. Et ça, pour moi, c'est un mauvais coach parce que il est pas encore assez compétent. On recherche plutôt le maître zen, Monsieur Taifu, de mon voisin du dessus. Ah ouais? Il est quelqu'un de très zen et qui n'est pas dans l'énergie. C'est beau le sarcasme. Et, pour moi, ça me semble important en fait. Après, pour des classes collectives, vous pouvez avoir le désir de chercher l'énergie. Et c'est vous qui devez voir. Mais je pense que pour un coaching individuel, ou si vous avez recours à un coaching individuel, normalement, vous avez des objectifs un peu poussés. Il vous faut quelqu'un qui a du savoir et qui est capable de l'enseigner. Non, de toute façon, on veut aussi bien le vivre, quoi, la séance. Après, il y a des gens, apparemment, ils cherchent ça. Ouais. D'avoir ce côté motivation, parce qu'ils disent oui, si j'ai pas ça, je suis pas motivé. Personnellement, je trouve pas. Mais après, ça, c'est moi, personnellement. Je veux juste bien vivre mon truc. Et si je sens que le coach me considère pas comme une petite merde, c'est déjà un bon point. Ouais, carrément.
Du coup, on fait attention à ça. Et qu'est-ce qui vient après? Quels autres Et ensuite, pendant toute la séance, donc faut lui poser des questions. Parce que donc, c'est à lui de vous donner des conseils techniques, mais c'est à vous de dire qu'est-ce que vous ressentez. Sans feedback, on ne peut pas coacher. Donc si vous êtes complètement détaché de votre corps et que vous n'écoutez pas votre corps et que vous ne dites pas au coach j'ai mal ici, ah ça je le sens bien, ça je le sens pas du tout, qu'est-ce que c'est censé travailler, on peut rien faire. Et du coup, ça demande quand même que le coach, parfois, enfin, soit quand tu dis là je le sens pas, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, que le coach il est bien expliqué qu'il faut travailler, par exemple, le biceps, c'est que l'exercice, je suis censé le sentir dans le biceps, et si je le sens dans le dos, c'est que je fais quelque chose de mal. Mais du coup aussi le coach, ça lui demande de parfois aussi dire bon c'est bon, tu le sens bien ou... Exactement. Ouais. De demander du feedback, hein, c'est surtout en individuel, c'est quelque chose que je fais beaucoup, mais ça doit être. De toute façon, c'est une danse à deux, hein, ça va dans un sens et de l'autre. Si vous êtes passif dans le rapport, malheureusement vous perdez, vous y perdez en fait dans l'affaire. Et du coup, vous posez aussi, n'hésitez pas à poser des questions dans le temps de repos pour enrichir vos connaissances. Parce que vous êtes là aussi pour ces compétences d'enseignement au moment T, donc là, au moment de la séance. Mais vous êtes là aussi, vous avez à votre disposition un dictionnaire sur le monde de la préparation physique. Et du coup, il faut en profiter pour en emmagasiner un maximum, je trouve. Vous pouvez le faire, enfin, si vous êtes quelqu'un de assez aisé et que le but c'est d'avoir un coach qui arrive, vous fait la séance et ciao, on se revoit dans 2-3 jours ou à la semaine prochaine, bah là, vous pouvez poser votre cerveau à l'entrée et faire la séance. Par contre, si votre but, c'est d'avoir un suivi sur 10, 15, 20 séances et de maximiser ce suivi temporaire, là, il faut en profiter et il faut harceler le coach de questions pour que vous deveniez plus riche et plus instruit. Pour aller faire ma séance à côté. Exactement, pour devenir autonome. Et du coup, la première question qu'il faut lui demander, c'est très important, c'est où est-ce que je peux trouver le podcast Coach We Coach, parce que c'est là qu'il apprend toutes ses connaissances. Exactement. Et s'il n'écoute pas, ça dégage. Donc, poser des questions, essayer de s'enrichir, parce qu'en fait, donc là, je comprends qu'il y a une alternative que j'avais pas forcément en tête, qui est de se dire, au lieu de juste avoir un coach sportif que je vois et que je paye 2-3 fois par semaine, c'est je peux avoir quelqu'un que je vais voir une fois par semaine, une fois par mois, et en fait je lui demandais, il me montre les exercices, je lui demande des conseils, puis après je peux aussi travailler tout seul, et en fait le coach sportif peut aussi m'apporter ça. Exactement. Ça peut être un guide temporaire, donc soit comme sur une très courte durée, genre vous prenez 15 séances avec lui, hop, ça y est, vous êtes autonome. Ou comme tu dis, il va te suivre au contraire une fois par mois. C'est comme ça que le coaching à distance est né. Je suis pas très à l'aise moi avec ça. J'aime bien voir mon élève pour le corriger. Mais c'est comme ça que le coaching à distance est né. Et du coup, en général, toi, quand tu as un cas un peu comme ça, tu te mets d'accord avec la personne avant ou les gens te le disent pas forcément? Alors, en fait, c'est assez rare. Hein. Les gens qui sont autonomes, qui veulent être autonomes, c'est assez rare. La plupart... ils veulent poser leur cerveau à l'entrée. Et du coup, je suis vraiment un cas exceptionnel puisque moi, je t'ai demandé pour être autonome. J'ai ici mes bandes élastiques qui sont en train de prendre la poussière, mais je suis entièrement autonome. Non, mais c'est compréhensible. Il y a le boulot, il y a les enfants, et du coup, quand tu arrives... Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les enfants. Bon, moi. Ne lance pas des rumeurs. Quand tu arrives là, tu te dis, c'est bon, c'est mon moment de détente, j'ai pas envie de réfléchir. Mais je pense que malheureusement, si vous avez un budget limité, c'est... la démarche la plus optimale. Et du coup, quand vous posez vos questions, s'il ne sait pas, parce qu'il ne peut pas tout savoir, mais s'il ne sait pas, est-ce qu'il vous dit « Ok, je vais me renseigner, je reviens vers toi » ou est-ce qu'il va essayer de broder une connerie autour? Ça aussi, c'est assez révélateur. Ouais, mais ça, c'est trop marrant. Mais après, ça, c'est des caractéristiques. Même moi, dans le conseil, dans les candidats, c'est trop drôle. C'est des trucs qu'on regarde, quoi. Et carrément. Ouais. Ok, donc il faut qu'il soit consultant. D'autres points auxquels il faut faire attention durant la séance. Parce que du coup, toi, c'est quand tu recrutes que tu... Ouais, quand je fais passer des entretiens, c'est un des points sur lesquels on regarde, quoi. C'est forcément si la personne n'est pas en capacité d'admettre qu'elle ne sait pas. En fait, c'est jamais grave de ne pas savoir. Surtout aujourd'hui avec Google, tu sais tout si on te laisse le temps de chercher. Ce qu'on cherche plutôt à savoir, c'est est-ce que tu es capable d'admettre et puis d'aller chercher l'information et derrière d'être capable de la comprendre et de la restituer clairement et de la synthétiser plutôt que de se dire vraiment
Oui, c'est le mec est une une bible de techniques vivantes qui est capable de me dire tout sur tout tout le temps. Non, enfin, personne n'est comme ça à part certains génies ou des gens complètement tarés. Et en fait, je pense que ça n'a même pas un vrai intérêt de connaître tout par cœur. Ça ne sert pas forcément en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Sauf moi avec l'équipe d'Amiens Football Manager, mais. Ouais, et du coup, tu fais exprès de piéger le mec pour qu'il admette. Non, je fais pas forcément exprès. C'est juste des fois, dans une situation, on le remarque. Je le mets pas forcément en situation exprès pour qu'il se plante. Au contraire, moi, et je pense que, enfin, après j'ai été formé aussi par ma boîte, mais on est plutôt dans l'idée de se dire, je vais quand même mettre le candidat à l'aise. Et après, je vais le mettre quand même dans des situations où je vais lui demander de réfléchir par lui-même et pas juste de me sortir un peu ce qu'il avait préparé en avance. Mais après, on n'est pas non plus en train d'aller chercher vraiment tac tac, je vais te piéger là, je vais te mettre un truc, tu vas être complètement paumé, je vais te regarder te décomposer. Non, mais sans ça, Ouais. ça me semblait pas inintéressant de poser une question Mais à après, ça, laquelle il y a. c'est. Ouais, ça, après, c'est les mises en situation. Ouais. Bah, en fait, après, c'est typiquement. Bon, là, en ce moment. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais moi, ça m'éclate d'en parler. Là, en ce moment, je suis en mission au contrôle de gestion, alors que c'est pas du tout mon métier à la base, mais quand j'ai des candidats, donc ils vont venir avec leur expérience, donc le plus facile pour eux, c'est de parler de leur expérience, m'expliquer ce qu'ils ont fait, etc. Et après, en fait, pour le mettre en situation, je vais plutôt lui parler de quelque chose qui peut arriver dans notre entreprise. Par exemple, si on achète une autre entreprise et qu'on doit l'intégrer Ouais. au sein de notre système de gestion, bah, je vais leur poser, dans le cadre d'un rachat, à votre avis, qu'est-ce qu'on attend du contrôle de gestion de mon entreprise, ou quels sont les points principaux auxquels il va falloir faire attention pour le contrôle de gestion pour intégrer cette entreprise. Et donc c'est des questions où bah, les candidats, s'ils n'ont pas forcément vécu la situation avant, parce que nous on prend surtout des jeunes qui sortent d'école, je lui demande pas d'avoir la réponse et la science service, mais c'est plus de réfléchir à bah, effectivement, donc contrôle de gestion, de ce que j'en sais, c'est ça. Donc qu'est-ce qui pourrait intervenir en fait là dans le projet. Et après, je l'évalue surtout sur sa capacité à réfléchir et à se dire ah oui, bon, bah, je me projette et j'arrive à me dire que le contrôle de gestion, bah, en fait, à un moment, il y a des outils où je vais récupérer les informations qui vont me permettre de dire derrière comment va mon entreprise, quelle est la santé financière de mon entreprise. Et bah, en fait, il va y avoir des outils pour la boîte A et des outils pour la boîte B. Donc, en fait, un des trucs du contrôle de gestion, ça va être d'arriver à en faire en sorte que on tombe sur un seul système uniformisé, on arrive à récupérer la même information. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Et après, c'est la façon dont lui, il arrive à cette réflexion-là, la façon dont il me le dit, et pas aussi que il rentre tout de suite dans des trucs complètement bullshit et puis il part dans des idées complètement farfelues. Et c'est à ça que je faisais, que je rapprochais en fait, ce que je Allusion. disais, allusion. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà, petit aparté. Aparté, exactement. Où en étions-nous? Ah oui, sur le fait donc, de se renseigner. Ça aussi, c'est un truc que vous pouvez poser dès l'entretien téléphonique dont j'ai oublié de vous parler. Est-ce qu'il va vous promettre un résultat en 8 semaines ou 3 mois? 8 semaines ou 3 mois. Ouais. Mais attends, c'est la même chose. Non, 8 Non, semaines, enfin, c'est 2 mois. 2 mois, ok. Ouais, bah, parce que en fait, c'est les formats utilisés par le marketing du fitness. 8 semaines, 3 mois. D'accord. C'est les deux formats magiques. Et en fait, j'ai. Du coup, ça prouve quoi en fait s'il me dit ça? Bah, qu'il aime bien le bullshit marketing. D'accord. Vous pouvez avoir des résultats en 3 mois. Vous, vous pouvez peut-être perdre quelques kilos. Vous pouvez peut-être changer de silhouette. Vous pouvez vous sentir mieux. Mais le mec, il va vous dire ouais, t'inquiète, tu vas perdre 10 kilos en 3 mois, tu vas devenir balèze en 3 mois, c'est de la merde. Les changements physiques sont durs, les changements d'habitude sont durs. Parce que si vous êtes une personne lambda qui recherche un coach, il y a de fortes chances actuellement que vous ne mangiez pas assez de lipides ni assez de protéines, que vous ne soyez pas très musclé et que du coup, bah, vous ayez besoin déjà d'un enseignement technique pour apprendre à faire les exercices et ensuite d'apprendre à manger. Tout ça, ça prend du temps et ça peut prendre 1 mois, 2 mois, selon votre volonté et votre discipline.
Et du coup, en fait, la plupart du temps, dans mes coachings individuels, sur les 2-3 premiers mois, il n'y a aucune perte de poids. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Oui, celui de la bouffe, c'est juste Mm. un changement de silhouette. Et du coup, toute promesse assez Vous affabulée. voyez, comme les régimes miracles, quoi. Voilà, White Washer. c'est ça, exactement. Bah, vous pouvez mettre ça dans la case moins de ce coach-là. Ouais. Au contraire, je trouve qu'il doit être plus mesuré et mettre en avant ces changements progressifs plutôt que des trucs radicaux. Et puis après, tu te retrouves au bout de 3 mois, tu as quand même fait 3 mois de séance, mais au final, t'as pas ce que le gars t'avait promis. C'est ça. En fait, il n'y a pas de changement miracle ou rapide. Mm. Ça va être progressif, lent et ça va être là. Donc il faut toujours faire gaffe, mais en fait, c'est comme dans tout, hein. Exactement. Faire gaffe aux gars qui promettent le miracle et qui promettent la facilité, alors que c'est pas ça. C'est ça. Ok. Donc là, on était dans la séance, donc Oui, du coup, ouais. on était dans le contrôle. Non, on était dans la séance. Euh, donc on posait des questions à notre coach, on voyait comment il nous répondait, est-ce qu'il nous répondait en partant dans du bullshit quand il savait pas, etc. Ou est-ce qu'il nous disait je vais chercher, je vais t'apporter des réponses. Exactement. Et du coup, dans les discussions que je vais avoir avec mon coach, j'ai l'impression que du coup, en fait, hein, tout se base sur ne pas avoir peur de discuter avec son coach. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, faut le députer, quoi. Faut lui faire passer un véritable entretien. Exactement. Ok. Vu ce que vous allez investir au niveau financier, sauf si vous êtes très aisé, vous avez intérêt à rentabiliser votre investissement. Vous avez le droit. Et il le prendra bien si il est honnête. Et vous, votre investissement financier sera d'autant plus sûr et vous vous sortirez mieux en plus, je pense. Et du coup, ensuite, donc, une fois que vous avez établi le contact, que vous l'avez choisi, je pense qu'un truc important, c'est est-ce qu'il vous affame niveau nutrition? Ah ouais, parce que là, on est vraiment sur le gars, il contrôle aussi ce que je bouffe, quoi. Ouais. Ça, c'est assez courant. Moi, Mm. mes élèves, je les aide au niveau nutrition. Ouais. Et du coup, donc, comme je disais, souvent, c'est lipides et protéines qui manquent et ça s'affame un peu. Parce que ça suit les régimes de cons qui affament, qui vont descendre en dessous de 1100 calories, 1000 calories. Or, pour perdre de la masse, donc l'objectif de 99% des gens qui viennent voir un coach sportif, perdre de la masse graisseuse et prendre du muscle, vous pouvez continuer à manger bien, c'est juste qu'il faut manger mieux, donc moins d'aliments transformés, plus de lipides, plus de protéines, moins de glucides, et se tenir sa discipline. Donc si le mec me dit ouais, tu vas bouffer de la salade et après à côté tu vas pousser du 300 kilos, enfin ça a aucun sens, quoi. Exactement. Mais en fait, je m'en souviens, j'avais une élève qui est allée voir deux élèves. La première, elle a fait le coach lui avait dit de boire les jus là dont on avait parlé. Et une autre, le mec lui avait dit ouais, pas de souci, tu prends du poulet le midi et le soir et le matin tu manges des crudités, ça va te remplir l'estomac et tu vas perdre du poids. J'étais là, mais quel gros fils de pute, toi. À quel moment t'es instruit et tu balances des trucs comme ça, quoi. Mais peut-être qu'il était pas instruit en plus, ce mec-ci. Je sais pas, mais je trouve ça grave. Oui, mais du coup en fait, en plus ils ont une responsabilité Ouais, c'est ça. de santé en fait par rapport aux élèves. Donc il y a quand même ce niveau de responsabilité, d'accord. C'est ça. Surtout, en fait, surtout dans ce rapport-là où la personne, tu sais, comme on disait, la personne qui vient voir un coach sportif, il y a un peu un rapport intimidant, je trouve, où on va mettre son corps en avant. L'autre sait, moi je sais pas. Lui il est musclé, moi je suis pas musclé, et ça peut créer un petit rapport intimidant. Et du coup, si on exploite ça, bah, on n'est pas quelqu'un de bien, quoi. Ouais. Ok. Donc on lui fait passer un entretien au final, hein, de A à Z. On fait passer un entretien avant la séance. Où là, les questions qu'on peut lui demander, c'est comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il fait évoluer, par rapport à mon planning, à mon objectif, quel planning il va proposer. Et puis après, on va lui poser des questions durant la séance. Donc là, des questions plutôt sur les gestes, la technique, qu'est-ce que ça fait travailler. On fait attention si il nous bullshit ou s'il nous bullshit pas. Et puis après, dans la relation continue, on fait attention à est-ce que finalement le gars il est aussi en train de me vendre des régimes complètement tarés qui font que je me sens pas forcément bien, etc., quoi. Exactement. Et aussi, du coup, si vous êtes dans ce but de perte de masse graisseuse et prise de masse musculaire, c'est est-ce qu'il vous spamme d'exercices cardio? C'est-à-dire que est-ce que
il a un plan. Donc, par exemple, il va vous faire du 4x10 répétitions, 4x15, 4x8, n'importe quoi. Ou au contraire, il va vous donner un programme sorti de la tête d'un enfant de primaire où on sprinte 10 fois jusqu'au fond de la cour, on saute 100 fois au ciel, on fait 10 000 squats et puis on fait 50 burpees. Si il vous spam de ça, encore une fois, c'est un mauvais planificateur, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment marche l'organisme humain et du coup le développement de la masse musculaire, de la masse graisseuse. C'est juste quelqu'un qui va remplacer le savoir par l'énergie, c'est-à-dire qu'il va vous épuiser. Vous sortez de la séance, vous avez plein d'endorphines parce que vous êtes mort, il vous a épuisé, mais sauf que pour votre résultat final, c'est complètement nul. D'accord. Donc faire aussi quand même attention à poser exercices. Donc ça, pour savoir si les exercices qu'ils vous donnent, c'est nul. Écoutez, coach oui coach. Du coup, est-ce qu'il vous spam d'exercices cardio Ouais. et est-ce qu'il vous spam d'exercices d'isolation? C'est-à-dire que si vous êtes un mec, est-ce qu'il vous flatte l'ego en vous faisant bosser que les bras? Est-ce que si vous êtes une meuf, il vous flatte l'ego en ne vous faisant bosser que le cul? Ouais. Après, si c'est votre objectif, tant mieux. Si à la base vous êtes venu, donc comme je répète encore, j'en suis désolé, prise de masse musculaire et perte de masse graisseuse, donc l'objectif moyen, c'est mal parti. Ouais. Donc, ok, si on fait toujours le même exercice des bras, et tu disais, et si je fais beaucoup de répétitions au final, parce que c'est ça, quand tu dis le cardio, c'est est-ce que je fais, le gars il me fait faire 100 pompes, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. Et la diversité des exercices et la diversité des zones du corps travaillées, c'est important. C'est ça, donc tout le temps. On peut le voir souvent dans ma philosophie. Moi, du coup, et est-ce qu'il a une philosophie? Moi, ma philosophie, c'est un exercice de poussée, un exercice de tirage, un exercice de genou, un exercice de hanche. Là, on travaille tout le corps et après, on travaille autour et en rajoutant des choses selon ce que l'objectif, quoi. Mm-hmm. Et après, on peut mettre du booty check pendant tout le reste de la séance si vous voulez travailler vos fesses, quoi. Travailler vos fesses. Si vous voulez travailler la détente, on va sauter. Si vous voulez travailler les abdos, on va faire des exercices de gainage et de rotation et ainsi de suite. On pourrait faire un podcast sur l'exercice du booty check. Je sais pas si un podcast rendrait honneur à les outils. D'autres choses à nous dire sur le choix du coach? La dernière chose, et puis on vous laissera là, c'est est-ce qu'il vous ouvre à de nouveaux horizons? S'entraîner, c'est dur. Et je pense que même si un programme rigoureux, comme on peut voir chez certains, que je trouve bien, je trouve que c'est cool aussi que ce soit ludique. Et est-ce que du coup, il vous apporte régulièrement du nouveau matériel, des nouvelles idées d'exercice? Est-ce qu'il vous donne l'occasion d'explorer votre corps? Donc c'est cool si vous faites un exercice de musculation pur pour vous faire perdre de la masse graisseuse et prendre de la masse musculaire, et que ça marche, c'est très bien. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, si vous continuez la relation avec lui, est-ce qu'il va aller vous faire voir ailleurs? Est-ce qu'il va vous apprendre à sauter? Est-ce qu'il va vous apprendre à lancer? Est-ce qu'il va vous apprendre à courir? Est-ce qu'il va vous, par exemple, vous faire découvrir l'animal flow? Tu vois ce que c'est ou pas? Non. L'animal flow, en fait, ça a inspiré du monde animal. Donc, par exemple, tu marches comme un crabe, tu marches comme un tigre. C'est beaucoup de relations au sol où tu bouges ton corps dans différents plans. Donc, proposer des nouveautés, des exercices un peu ludiques, du changement, faire de la séance quelque chose où je viens pas chaque semaine refaire exactement les mêmes gestes et puis en fait ça reste une corvée, mais je le fais parce que de toute façon je veux me sentir mieux. Et essayer de faire aussi que ça soit un moment où je m'amuse, quoi. Exactement. Sachant qu'au début, c'est normal que le geste soit répété parce qu'il faut que vous appreniez. Parce qu'au début, techniquement, vous allez être très pauvre. Et pour devenir meilleur, vous devez répéter. Mais une fois que la relation est inscrite avec le coach, ça peut être sympa, qu'il vous ouvre de nouveaux horizons. Donc ça, c'est un petit bonus, mais je trouve que c'est important. Ok. Donc, en gros, pour résumer, faites passer un énorme entretien à votre coach avant de vous engager. Ouais, il faut vraiment pas hésiter. Posez-lui plein de questions. Utilisez les mises en situation fictives. Ça, c'est une petite technique perso que je vous donne comme ça. C'est gratuit. Jaff, du coup, on va te faire un entretien. Vas-y. T'as un client à qui tu demandes de faire un exercice et il n'y arrive pas, il s'effondre en pleurs. Comment tu réagis? Je le jette sous la roue. Hein. Ah, voilà. Et donc, vous avez entendu, c'est là la bonne réponse. la bonne réaction d'un coach parfait. Donc. Ok. Bref, gros bref. C'était tout pour nous? C'est tout pour nous. Toi, t'as fini tes questions? Moi, j'ai fini mes questions. Et moi, j'ai fini mon contenu. Ah, très bien.
Nickel. C'est parfait. Et du coup, on vous dit à une prochaine fois. Carrément. Et Jeff, tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver? Super, ouais. Donc mon site, coachwecoach.com. Et là, je vais d'ailleurs sortir un article bientôt sur mes progrès en saut. Donc pendant 2 mois, je me suis entraîné à sauter. Et il y a des trucs cool. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Là, je l'ai vu monter les escaliers, il arrive à sauter la première marche maintenant. C'est impressionnant. Et ensuite, donc vous pouvez, donc là, vous pouvez lire mes articles. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me téléphoner si vous voulez des renseignements sur les cours collectifs ou sur les cours individuels. Et si vous voulez vous inscrire directement au cours collectif parce que vous êtes convaincu, ça se passe aussi sur le site et via Meetup, circuit training en extérieur sur Paris. Et vous venez et c'est parti pour le circuit training. Posez-lui des questions. Voilà, ciao tout le monde. Ciao. Ciao Jeff. Allez, va sauter.